Hadjadj, directeur de l'Institut Philanthropos, Centre d'études philosophiques théologiques sur la nature de l'homme, qui ouvre notre cycle de conférences consacré à l'homme augmenté. Je laisserai Cédric, membre du comité de l'espace culturel, présenter Fabrice Hadjadj. Mais j'aimerais commencer peut-être cette session par une minute de silence pour les victimes, évidemment à Paris, mais pas seulement, au Liban et dans tout le Moyen et Proche-Orient, toutes les victimes de ces attentats, de ces folies. Et je pense que c'est bien qu'on les accompagne de notre prière et de notre silence pendant un petit instant. Merci beaucoup. Alors, juste quelques mots en préambule pour vous rappeler l'intention principale de l'espace culturel François de Sales. Être un lieu de rencontre, de dialogue ouvert sur la cité, où nous vous proposons donc chaque année un cycle de conférences différents autour d'un thème d'actualité, cette année le transhumanisme, ce qu'on appelle le transhumanisme. Autour de ce thème, donc, nous désirons croiser différents points de vue, anthropologiques, théologiques, mais aussi sociologiques, éthiques ou médicales. Outre Fabrice Hadjadj, que nous accueillons aujourd'hui, nous accueillerons le 30 janvier Daniela Cherqui, qui est sociologue, et Bernard Berchi, éthicien, ainsi que le 5 mars, Denis Muller, qui est pasteur et théologien, et Bertrand Kiefer, qui est médecin et fondateur de la revue médicale suisse. Alternant avec ces rencontres, nous vous proposons aussi des projections de films récents pour alimenter la discussion et la réflexion. Je vous les cite très vite. C'est Transcendance de Walid Pfister le 5 décembre, donc ce sera la prochaine rencontre. Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol le 20 février et Blade Runner le 7 mai de... j'ai plus oublié le nom du réalisateur. De Ridley Scott. Ridley Scott, merci. Avant de laisser passer... voilà, vous dire aussi comment se passe l'après-midi. Un premier temps, donc 45 minutes, 1 heure de conférence de Fabrice Hadjadj. Ensuite, une toute petite pause de 5 minutes qui sera suivie à nouveau de 45 minutes de discussion avec vous. On commencera avec Cédric. Et après, à 5 heures à peu près, nous aurons un goûter, voilà, un peu plus festif pour continuer la discussion de façon moins formelle. Alors, avant de laisser la parole à Cédric, justement, et à notre invité, j'aimerais commencer un petit peu pour situer l'enjeu de la discussion. J'aimerais commencer par 2 citations extraites de cette revue Cité, qui est publiée par les presses universitaires de France et qui est dirigée par Yves-Charles Zarka. Et en prologue, dans un texte d'introduction, il vous donne ces 2 citations qui me paraissent assez exemplaires des enjeux qui seront posés pendant toutes ces discussions. La première donc, citation est de Rémi Sussand, donc, dans un livre qui s'appelle « Les utopies post-humaines », qui a été publié en 2005. Le transhumanisme, c'est tout simplement l'idée que la technologie donne à l'homme les moyens de s'affranchir de la plupart des limitations qui ont été imposées par l'évolution, la mort étant la première d'entre elles. À terme, on pourrait voir naître, au-delà du post-humain, les premières créatures post-biologiques, soit des intelligences artificielles succéderont à leurs géniteurs humains, soit les hommes eux-mêmes fusionnés avec les machines jusqu'à être méconnaissables.
Et une deuxième citation, dans un texte encore plus récent, 2011, de Thierry Hockey, Cyborg Philosophie. Les individus, amputés ou réparés par prothèse robotique, sont en réalité le laboratoire où s'expérimentent les formes de l'avenir, où l'humain sera prolongé, c'est-à-dire à la fois amplifié et potentiellement annihilé par l'avènement d'autre chose qui n'est plus lui. Alors on comprend pourquoi on parle de post-humanisme. Elle est une petite dernière, un peu croustillante, volontiers provocatrice, je la trouve très drôle. Un monde purifié, sans rôle ni pète, sans sueur ni morve, sans merde ni pisse. Un monde où la maladie aura été bannie, d'où le vieillissement aura été proscrit. Un monde où les visages ne rideront plus, où les peaux ne pisseront plus, où les haleines ne tourneront plus, où les benènes ne se détendront plus et où les organes ne brilleront plus. Voilà. Toujours du même Thierry Hockey, Cyborg Philosophie. Voilà. Je reste très très haut le niveau de la discussion. Maintenant je passe. Voilà, c'est bien. Merci Bertrand. Cher Fabrice, j'ai le plaisir de vous accueillir ici comme collaborateur à l'espace culturel François de Sales, mais aussi comme père. Je ne dis pas surtout comme père, mais aussi comme père de l'un de vos anciens philanthropotes, puisque c'est ainsi que les étudiants de l'Institut Philanthropos se nomment volontiers entre eux, Institut européen d'études anthropologiques, on vient de le rappeler, que vous dirigez à Fribourg en Suisse depuis 2012. Bienvenue, bienvenue à vous. Et je veux dire que Fabien Normand était étudiant de la première promotion dont j'ai été, dont je suis le directeur. Alors ça s'appelle la promotion 9, mais moi, comme j'explique souvent que les pharaons datent à partir de leur règne, je dis que c'est la première promotion de l'âge adjacent. Vous avez dit aussi, avec ou sans jeu de mots, à promo 9, directeur 9. Fabrice, vous vous définissez vous-même comme, je vous cite, juif, de nom arabe, de confession catholique, de langue française. Et vous aimez souvent à rappeler qu'un individu est d'abord fils de ou fille de, et qu'il faut avoir reçu pour pouvoir donner. Dans la vie de la grâce, il est aussi des paternités. Nous pourrions résumer ici l'essentiel par la formule suivante, formule, il est vrai, fort réductrice. Dis-moi qui sont tes maîtres et je te dirai qui tu es ou qui tu n'es pas. Nous nous trouvons ici même, dans l'immeuble, dans la salle même où le cardinal Jounet a enseigné. Or, connaissant votre attachement à cette grande figure mérinoise, c'est-à-dire bien de chez nous, grande figure de la théologie, donc, et plus généralement de l'Église, vous êtes ici un peu chez vous, dans la maison du Père, dans la maison du grand-père, peut-être, puisque vous vous reconnaissez comme étant l'un des petits-fils spirituels du cardinal. Vous êtes donc doublement le bienvenu. Si le pape François mentionne Henri de Lubac et Michel de Certeau comme ses deux penseurs français préférés, permettez-moi de renvoyer ici à d'autres penseurs pères qui sont les vôtres et dont le hasard a voulu qu'ils fussent tous suisses. J'ai nommé, outre le cardinal Jounet, Karl Barth, Hans-Urs von Balthasar et, plus proche de nous, le père Raimonet, ainsi que le cardinal Coty. Dans un numéro de l'année 2014 du cahier roman de Paroisse Vivante, vous soulignez même que vous placez les romans de Charles-Ferdinand Ramu au sommet de la littérature. Dans un texte des années 30, le même Ramu posait déjà la question suivante, question qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec le thème de ce cycle de conférences. Je cite ici Ramu. Il s'agirait de voir jusqu'à quel point vont aller nos pouvoirs, à nous les hommes, car ils augmentent sans cesse, tandis que ceux de la nature diminuent d'autant. Voilà la grande question. Elle commande essentiellement à nos opinions politiques, et la réponse qu'on lui fait est à la base même de l'attitude que l'homme contemporain adopte vis-à-vis de la vie.
citation date de 1938 pour être précis. À noter que sont contemporaines de cette question certaines réflexions de Heidegger sur la technique, et vous avez vous-même écrit, Fabrice, il y a maintenant 10 ans, en reprenant l'expression « faire l'homme » du vieux Heidegger de 1969, je vous cite, « Nous allons faire l'homme, c'est-à-dire le défaire, puis le fabriquer comme n'importe quel produit de commerce. » Cette phrase est extraite de l'un de vos livres, qui a été votre premier grand succès en librairie. Il a été publié en 2005 et vous l'avez intitulé de manière assez surprenante « Réussir sa mort, anti-méthode pour vivre ». En fait, je l'ai appelé simplement « Réussir sa mort », mais l'éditeur était tellement effrayé par ce titre il voulait absolument, pour que ce titre passe, mettre un sous-titre où j'ai mis « Anti-méthode pour vivre ». En fait, mais ça s'appelle « Réussir sa mort ». Je l'apprends aujourd'hui. Or, pour reprendre ici, cette fois, le titre d'un roman de Mélis de Kerangal, « Réparer les vivants », défaire puis fabriquer l'homme, n'est-ce pas justement aussi réparer les vivants? Quid donc de l'attitude à adopter face à cette humanité déjà ici et là plus ou moins profondément transformée par la technique? Pensons aux greffes, comme celle sans doute la plus spectaculaire d'un cœur artificiel. Pensons au pacemaker et à toutes les autres formes de prothèses médicales, notamment les plus récentes, les fameuses neuroprothèses. Faut-il adopter dès lors une attitude alarmiste, voire catastrophiste, ou faire preuve d'un angélisme béat face à ces nouvelles technologies, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, que l'on nomme convergentes? Je pense ici évidemment notamment aux nano et aux biotechnologies. Alors débat ou faux débat? Quoi qu'il en soit, vos différentes prises de position sur le transhumanisme, ainsi que l'un de vos livres parus en 2014, Jeanne et les post-humains ou le sexe de l'ange, témoignent de votre intérêt marqué pour la question. J'en veux aussi pour preuve, entre autres, votre discours à l'UNESCO en mars 2011, le colloque par vous organisé 3 ans plus tard, pratiquement jour pour jour sur le même thème du transhumanisme, et ce, à l'occasion des 10 ans de l'Institut Philanthropos. Et enfin, en décembre 2014, avec 2 rencontres à ce sujet, l'une à Lyon et l'autre une semaine plus tard, à peine, au Collège des Bernardins à Paris, intitulée « Le transhumanisme, une idée chrétienne devenue folle ». Nous sommes en tout cas ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour que vous puissiez nous aider à mieux entrer dans ces questionnements difficiles d'ordre anthropologique, éthique, voire métaphysique. Fabrice, la parole est à vous. Merci Cédric. Merci beaucoup. Je suis très touché de cette introduction. Je veux dire que c'est une introduction rare parce que vous faites des liens entre différents aspects à la fois de ma vie et aussi de mes centres d'intérêt, voire des choses que j'admire. Voilà, donc vous faites une relecture en fait. Et je suis très très étonné parce qu'effectivement vous n'êtes pas contenté, comme pour beaucoup, de répéter ce qui est écrit sur Wikipédia et qui est toujours faux. Voilà. Donc merci beaucoup Cédric. En même temps, vous avez vous-même abordé le sujet sous un certain aspect. Il y avait plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé réagir. Vous avez parlé de la greffe de cœur artificiel, effectivement. Voilà, j'aurais aimé moi parler d'autres formes de greffe. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à ce qui est la greffe parce que ça fait lien avec la citation de Thierry Hoquet là, dans Cyborg Philosophie. Le livre que je n'ai pas lu, mais qui m'a été envoyé par l'auteur, alors je sais pas, mais je devrais peut-être le lire. C'est la greffe d'excréments. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la question ces derniers temps du microbiote, c'est-à-dire des bactéries qu'on a dans l'intestin. Alors il y a eu un cas très intéressant où on a greffé finalement une matière fécale du père pour sa fille
afin de reconstituer sa flore intestinale. Vous voyez? Et vous voyez, on va très loin dans la greffe, mais vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il y a une grande différence entre ce type de greffe-là et la greffe de cœur artificielle, parce qu'ici, il s'agit d'une greffe qui vise à restaurer un écosystème qui est l'écosystème le plus dense de la planète et qui est dans notre propre ventre. Nous avons 100 fois plus de bactéries dans les intestins que de cellules dans notre corps, autant qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Donc, vous voyez, et c'est là, l'écologie est dans notre ventre, si vous voulez, parce que, vous voyez, on n'est pas des individus fermés avec leurs organes. On ne peut vivre et on ne peut digérer que déjà grâce à une symbiose avec d'autres vivants qui sont en nous. C'est très intéressant. Vous voyez, donc il y aurait, à la limite, cette question de la greffe aurait pu faire l'objet d'une conférence comme telle, mais je vais vous parler de manière plus générale et en même temps partir de l'actualité. Il va de soi que ce n'est pas forcément juste de partir de l'actualité la plus récente, parce que justement le propre d'un acte terroriste, c'est de vouloir semer la terreur et donc de nous focaliser dessus, de telle sorte que tout ce que nous faisions auparavant ait l'air de tomber. On pourrait même se dire, voilà ce qui s'est passé à Paris hier soir, pourquoi parler du transhumanisme? Il faudrait parler de cela, il ne faudrait parler que de cela, et à la limite, ne même plus s'occuper de nos proches, suspendre toutes nos activités. Et ça, c'est le triomphe du terrorisme. Parce que précisément, ce pouvoir hypnotique de l'acte terroriste, par la terreur, c'est justement de nous dire, mais attends, c'est ça qui est important. Mais non, nos tâches quotidiennes, les soins que nous devons avoir à l'égard de nos proches, et la tâche de la pensée, en dehors, je pourrais dire, de la réaction à chaud, qui n'est jamais de l'ordre de la pensée, eh bien, vous voyez, c'est quelque chose que nous devons absolument préserver et absolument maintenir. Sans quoi, vous voyez, nous succombons à la terreur. Donc, je pense que c'est très important de faire cette petite précision, même si, non pas succombant à la terreur, mais d'une certaine façon pour vous montrer le lien et le recul qu'il faut avoir justement sur notre sujet du transhumanisme. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que dans l'introduction que j'ai donnée à notre conférence, qui se trouve dans votre programme, curieusement, j'ai parlé du transhumanisme et aussi du fondamentalisme religieux. Donc vous voyez, cela laisse entendre qu'il y a des liens à faire et que ces liens sont bien antérieurs dans ma pensée à ce qui vient de se passer hier. Donc ma première partie de cette conférence, dont le titre est « L'homme augmenté, un rêve de l'homme diminué », c'est une partie un petit peu décalée sur justement transhumanisme et terrorisme. On pourrait dire de prime abord qu'il n'y a vraiment pas de lien entre les deux, et même que les deux s'opposent frontalement. D'un côté, le transhumanisme se fait au nom d'un certain rationalisme scientifique, alors que le terrorisme dont nous parlons se fait au nom d'un certain fidéisme, ou en tout cas d'une religion qui récuse d'une certaine façon les lumières même de certaines sciences. Deuxième aspect, le transhumanisme nous propose justement qu'une vie confortable, résoudre tous les problèmes, plus de maladies, plus de morts, alors que le terrorisme, au contraire, s'expose à la mort jusqu'à l'attentat suicide et même tire un plaisir, non pas du côté du confort, mais du côté de la terreur exercée, de déployer un climat de terreur, sachant que ce climat de terreur, à l'intérieur du fondamentalisme religieux, n'est pas un climat de terreur qui est simplement celui que l'on exerce à l'égard des autres, mais qui n'est que la répercussion de l'espèce de terreur que l'on éprouve déjà à l'égard de Dieu, d'un certain Dieu. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que la terreur est précisément une des modalités
du rapport déjà au divin, et c'est pour ça que ça va se réverbérer, on pourrait dire, sur l'extérieur. Donc apparemment aussi opposition. Et puis l'autre aspect, bien sûr, c'est que le transhumanisme se fait du côté du numérique, du non-biologique, et là, au contraire, l'acte terroriste est un acte qui est un acte où on voit le corps qui est extrêmement présent. C'est peut-être presque même une des choses qui semble, dans le terrorisme, qui est un aspect très intéressant et qui permet de relativiser justement le pouvoir du transhumanisme et de la technologie, c'est que l'acte terrorisme apparaît un peu comme une anomalie dans le logiciel. L'anomalie, c'est quand l'image un peu grésille, que ça bug, que ça... Pourquoi? Parce que ici, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des corps. Alors on se rend compte à la télévision encore, malgré tout. C'est pour ça que je dis que c'est une anomalie dans le système. Mais qu'il y a des corps, que le corps est menacé, que le corps est vulnérable, que le corps, voilà, et le corps revient comme ce qu'il y a d'important aussi. Donc, ici, on pourrait voir des oppositions. Et en même temps, il y a une similitude profonde entre les deux. Cette similitude, déjà, on pourrait la voir simplement du point de vue journalistique à partir de la réaction, on pourrait dire terroriste, ou plutôt du terrorisme comme réaction face à certains développements technologiques. Vous savez que une des premières justifications que peuvent faire des terroristes par rapport à l'attentat, c'est justement le fait qu'il n'y a plus de vraie guerre, de corps à corps, de vis-à-vis. C'est que désormais, souvent, voilà, les Américains ou d'autres peuvent faire la guerre en envoyant des drones. Drones qui sont donc des robots qui partent sur le terrain ça permet de préserver les hommes. Et de plus en plus, on va le faire parce que les techniques guerrières, notamment par exemple les avions, ont acquis une telle performance, on pourrait dire, de vitesse technologique que le corps humain n'est plus capable de les supporter. Alors, vous savez que dans le fameux rapport sur les technologies convergentes qui avait été demandé qui avait été fait par la National Science Association, commandé par l'État américain, il y avait cette phrase: sur la scène de la guerre moderne, l'humain est désormais le maillon faible, tant du point de vue cognitif que physique. Et c'est justement cela qui fait que les avions doivent être plutôt télécommandés désormais, plutôt que d'avoir un pilote à l'intérieur. Donc vous voyez, on envoie des drones qui sont pilotés depuis des lieux sécurisés en plein Nevada, mais qui se trouvent tout d'un coup dans un autre territoire. Et il n'y a plus, si vous voulez, une situation de combat dans la réciprocité. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui s'expose, un autre qui s'expose. Et alors, les terroristes se justifient en disant, mais vous voyez, vous apportez ça chez nous, eh bien nous aussi, on va créer des situations de guerre sur vos territoires en non-réciprocité. On n'a pas de drone, mais on a des types suffisamment, on pourrait dire, convaincus de la vérité de ce que nous vous proposons, qui vont se faire éclater et qui ressemblent à des drones d'une certaine façon, puisqu'ils entrent dans des lieux qui ne sont pas des lieux de territoire guerrier, ou on pourrait dire, c'est plus un champ de bataille, il n'y a plus de champ de bataille. Donc, d'une certaine façon, voilà, on le sait qu'il y a cette justification et qu'il y a un lien entre les deux, un lien, on pourrait dire, d'émulation entre les deux. Mais il faut aller beaucoup plus loin, quand j'ai parlé de similitude entre le transhumanisme et le terrorisme. Le premier point, c'est que les deux sont fondés sur un certain rapport au spectaculaire. Vous savez que l'important d'un acte terroriste, c'est pas tellement l'acte en lui-même pour le terroriste, mais sa répercussion médiatique. C'est son pouvoir d'exercer une terreur sur un pays. Donc, vous voyez, c'est la manière dont il va faire du spectacle. Or, il est évident que le transhumanisme aussi est du côté du spectacle, de la science-fiction, de l'hyperpuissance qui se manifeste, alors vous voyez, à travers des films. C'est donc, vous voyez, ce lien d'une même, on pourrait dire, logistique
spectaculaire. Ça, c'est déjà un point qui est assez évident. Et d'ailleurs, c'est les mêmes dispositifs qui vont être en jeu, parce que pour que le spectacle se fasse du terrorisme, il faut que ça passe sur les réseaux sociaux, il faut que ça passe par Google finalement. Qu'est-ce que nous avons fait pour savoir ce qui se passait sur les attentats? Nous sommes allés sur Google Actualité, nous avons suivi, mieux que la télévision qui est toujours un petit peu en boucle, les lives de tel ou tel journaux, vous voyez, avec des gens sur place, etc. Donc, et déjà, on voit que la possibilité même de l'effet terrorisant de l'acte terroriste emploie les dispositifs de l'hyperconnexion et du réseau. Et déjà, du côté du spectaculaire, il y a ce lien évident. Deuxième remarque, le caractère justement mondialisé. C'est très intéressant. Le transhumanisme se joue au niveau mondial, mais même est le dispositif qui fait que l'homme n'est plus simplement l'homme d'un pays, d'un lieu, d'une famille, mais qui doit être l'homme du réseau. L'homme du réseau de l'hypertexte, de Facebook, mais on pourrait dire directement sur Facebook, c'est-à-dire que votre face se deviendrait votre profil, j'ose dire. Bon, ou que votre profil deviendrait votre face plutôt d'ailleurs, etc. Donc vous voyez, c'est très intéressant, c'est mondial. Or, les terroristes ne défendent pas un territoire, ceux d'aujourd'hui. Il y a eu d'autres formes de terrorisme, hein, mais là, il s'agit bien d'un terrorisme qui est mondialiste, qui est mondialisé, qui vise le califat mondial, qui vise des choses l'Oumma, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est très intéressant de voir que c'est la même mondialisation. Et de la même façon que vous allez avoir des jeunes qui vont jouer à des jeux vidéo parce qu'ils ne se sentent de nulle part et parce qu'ils n'ont pas d'enracinement quelque part, et qui vont être sur Facebook et qui vont être sur le virtuel, c'est les mêmes qui vont peut-être être recrutés par les mêmes dispositifs et qui se sentent de nulle part et qui ne sont pas là en train de défendre une famille ou un territoire, mais vraiment dans un acte qui est lui-même mondialisé, qui est déjà dans la logique du déracinement mondialiste. Ouais, c'est encore une fois une similitude très nette. Alors, la troisième similitude qui est la plus frappante, on pourrait dire, c'est que dans les deux cas, on s'éclate. Alors, je ne parle pas simplement de l'éclate où on s'amuse et l'éclate de l'attentat suicide, parce que ça, c'est assez net. Hein. D'ailleurs, il faudrait réfléchir au fait qu'on ait utilisé le vocabulaire de l'éclatement, du morcellement, de la dispersion pour dire la joie, pour dire le plaisir. C'est pas anodin. Si on disait la joie en termes de recueillement et d'intimité, mais non, mais vous voyez, on s'éclate. C'est déjà signifiant. Mais surtout, là où il y a un éclatement très intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a une instrumentalisation et une fonctionnalisation du corps humain. Vous remarquerez que le corps humain est employé comme une arme dans le terrorisme. C'est-à-dire comme un moyen, vous voyez, à l'intérieur d'un dispositif plus large dont il ne serait qu'un rouage. Le corps humain n'a pas la dignité de la personne qu'il faudrait préserver, il devient une cartouche. Il devient un fusible, il devient, vous voyez, de ce avec quoi on peut réaliser quelque chose qui serait au-delà de ce corps. Alors c'est très intéressant parce que le transhumanisme fait la même chose. D'abord, il éclate le corps en différentes fonctions. Au lieu de voir le corps humain comme manifestation de la personne humaine, avec son unité, on pourrait dire, indéchirable, on divise le corps humain en différentes fonctions, en différents organes réparables, en différentes fonctions améliorables, et on est dans une logique tout à fait analogue d'instrumentalisation du corps. Vous voyez ? Autre point, là encore, c'est un peu la continuité de ce que je viens de dire, d'analogie très très forte, c'est ce qu'il advient de la femme, que ce soit dans le fondamentalisme musulman ou dans le transhumanisme. On pourrait dire que c'est à peu près l'inverse, parce que le transhumanisme tend à vouloir libérer la femme du poids
de la grossesse. Un des horizons du transhumanisme, par exemple, c'est cette égalisation des conditions masculines et féminines grâce à l'utérus artificiel. Égalisation qui est en fait la perte pour la femme de tout pouvoir. D'une part, sa masculinisation, bien sûr, mais aussi, ce qu'a très bien montré l'anthropologue féministe Françoise Héritier, qui ne peut pas dire qu'elle soit spécialement attachée à la cause chrétienne ou à des choses de ce genre. Mais enfin, Françoise Héritier a dit, mais au contraire, l'utérus artificiel, c'est le règne du patriarcat. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est des mecs qui disent, vous les femmes, vous n'avez même plus le pouvoir de procréer, c'est nous qui faisons les trucs en transparence, grâce à nos projets de mecs. C'est ça, les hommes, c'est on fait, on contrôle, on comprend. Voilà. Et c'est très intéressant, le lien entre l'utérus artificiel et un retour, on pourrait dire chez elle, du patriarcat. Mais justement, le fondamentalisme religieux est patriarcal. La femme est une femme qui est ramenée souvent à des fonctions, une femme objet. Donc, on ne prétend pas la libérer, bien sûr, en faisant un utérus artificiel, mais le fait même qu'elle soit considérée elle-même comme une sorte d'utérus et d'objet qu'on protège, qu'on préserve, etc., aboutit finalement à des effets analogues. D'une part, la dépossession chez la femme de sa capacité procréatrice du côté du transhumanisme pour en faire une fabrication, mais là aussi, c'est l'idée qu'on ramène la femme à une capacité procréatrice sans qu'il y ait ici une liberté, une responsabilité face à l'homme. Donc là encore, vous voyez, des liens très étonnants quand on y réfléchit. C'est pour cela que quand nous attaquons le transhumanisme, qu'est-ce que nous attaquons? Et est-ce que c'est seulement le transhumanisme ou c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui est une structure beaucoup plus profonde du monde contemporain? Puisqu'on peut la retrouver ailleurs, là où on ne s'y attend pas. Autre point très important, dans les deux cas, il y a rejet de ce que je vais appeler l'ordre de la culture. On pourrait dire l'ordre proprement humain. La culture, c'est pas simplement le culturel. Parce que ça, les objets culturels, ça marche très bien avec le transhumanisme. Vous ramenez des objets à des divertissements. Vous allez à une exposition, c'est culturel. C'est à la fois du divertissement et un système de reconnaissance sociale. Il faut parler de tel grand peintre parce que, vous voyez, c'est une manière de se montrer. Bon. C'est pas ça la culture. L'essence de la culture, c'est pas les objets culturels. La culture, c'est un acte où... Alors, c'est différent, ça vient de l'agriculture d'abord. On cultive le sol, on accompagne le dynamisme d'une forme naturelle, donc on n'est pas dans la simple fabrication. Mais aussi, la culture comme culture humaine, c'est un acte immanent, c'est-à-dire où l'homme cherche à se cultiver. Non pas à produire des objets culturels devant lui, mais à déployer son humanité. Vous voyez? Et cet acte se fait à travers, bien sûr, les arts, la poésie, la philosophie, les sciences, mais les sciences pas simplement en tant qu'elles sont technosciences, en tant qu'elles sont des sciences contemplatives aussi, la joie de faire des mathématiques et de découvrir des objets qui sont complètement stupéfiants, parce que vous voyez, le propre de l'objet mathématique, c'est que c'est un objet entièrement construit. Vous posez des axiomes, vous construisez un espace de Riemann. Bon. Et puis tout d'un coup, vous découvrez qu'à partir des axiomes que vous avez posés, il y a une consistance de l'univers mathématique derrière, avec des théorèmes, avec des choses que vous ne comprenez pas, qui vous dépassent. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que, vous savez, les mathématiques sont la démonstration de quoi? Les mathématiques pures sont la démonstration de quoi? Que le constructivisme n'existe pas. Le constructivisme pur n'existe pas. Parce que même quand vous construisez quelque chose, tout d'un coup, cette chose-là, c'est-à-dire la chose mathématique que vous construisez, revient à vous avec la résistance de quelque chose de réel, de mystérieux, et revient à vous comme une donation qui vous dépasse. C'est très très étonnant. C'est pour ça que c'est très important les mathématiques.
la critique bête des mathématiques est en fait une critique, si vous voulez, d'une mathématique qui a été mise en esclavage par le monde technocapitaliste, qui devient une mathématique pour faire des systèmes comptables afin d'exploiter davantage les gens. C'est pas du tout ça, les mathématiques. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il y a un ordre de la culture dont font partie les mathématiques, font partie les sciences, font partie de la, qui est l'ordre du développement humain. J'ai parlé des arts, mais attention, c'est aussi l'artisanat, c'est aussi les savoir-faire, des savoir-faire très simples, faire la cuisine, c'est de la culture. Les arts de la table. On pourrait même dire, puisque la question des excréments est une question fondamentale apparemment pour les transhumanistes, hein, qui pensent qu'on est un sac à viande, voilà, que c'est pas... Mais les arts de la table, c'est lié à ça. Il y a peut-être aussi un art à développer, des toilettes, un art de... Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont vraiment de l'ordre de la culture. Vous voyez, c'est que vous ayez je sais pas, des beaux chiottes, hein, humains, hein, avec un déploiement, vraiment. On sent que la personne est soignée, elle est accueillie, là aussi. C'est très intéressant, hein. Par là, on peut mesurer des formes de civilisation très profondes, la manière dont on a d'aller aux toilettes. Bien sûr, la manière d'aller à table est plus encore signifiante, en tout cas. Voilà. Or, vous voyez bien que d'un côté, le transhumanisme oublie la culture et va du côté de la technoscience. De la pure technoscience, sans culture, d'une certaine façon, sauf à en faire une sorte de culturel divertissant. Et de l'autre côté, bien, le terroriste fondamentaliste religieux, lui aussi, renie l'ordre culturel au nom de son fidéisme, au nom du Coran. Donc, vous voyez, d'un côté, une sorte de rationalisme technoscientifique qui, lui, rejette l'ordre culturel comme étant un ordre divertissant, illusoire, vous voyez, enfin, c'est de l'ordre du rêve, voilà, hein, la littérature, qu'est-ce que c'est, que ça nous apporte, pas grand-chose. Et puis de l'autre côté aussi, oulala, non, pas de littérature, pas de musique, en plus, vous voyez, musique, le Bataclan, tout ça, non, ça, il n'y a pas ça chez nous, hein. Donc on évite tout ça. Et c'est très intéressant, vous voyez, de voir qu'il y a le même rejet de l'ordre culturel, de cet ordre, on pourrait dire, médian de la vie humaine. Entre, vous voyez, cette culture qui est entre la culture du sol et le culte des dieux, qui est un ordre profondément humain. Donc, vous voyez, ces liens font que des alliances sont possibles. Et ces alliances existent déjà, vous le savez bien, entre, on pourrait dire, le techno-capitalisme et l'islamisme. Alliance l'idée, par exemple, que l'islamisme serait quelque chose, vous voyez, d'archaïque, d'obscurantiste, de prémoderne, c'est faux. On est face à un islamisme postmoderne. Quelle est la ville la plus postmoderne, peut-être, du monde? Vous voyez, ce serait peut-être Dubaï, enfin, aller dans le monde plutôt, si vous voulez, des mondes high-tech, avec des grandes tours, avec des... Ben voilà, c'est là. C'est le Qatar. Donc c'est postmoderne. Et le lien entre tout ça, bien sûr, c'est quoi? C'est la finance, c'est l'argent qui circule de manière obscure. Et donc, vous voyez, on est impliqué de manière très intéressante, parce que l'argent qui attire les gens à l'université de la singularité, vous voyez, parce qu'ils voient des nouveaux marchés transhumanistes, etc., qui vont s'ouvrir. Puis de l'autre côté, voilà, l'argent du pétrole, l'argent, vous voyez, qui cherche à se réinvestir et qui s'investit aussi dans le terrorisme. Et qui passe par Genève. Alors on y est, là. Vous voyez. Donc, vous voyez, cette première partie est partie de l'actualité, mais son enjeu, c'est de vous montrer que, attention, que critique-t-on quand on critique le transhumanisme? Ou alors, si vous dites, oui, le transhumanisme, c'est, je ne sais plus quelle définition il y avait, oui, c'est la technologie qui prétend, voilà, devenir le salut de l'homme, enfin, je ne sais pas comment c'est. Très bien, on peut le dire comme ça. C'est pas tout à fait faux. Mais la vraie question qui demeure, c'est qu'est-ce que c'est que la technologie? Parce que d'où viendrait que la technologie, d'abord, ait un désir
qu'elle voudrait devenir salut. Comment la technologie peut se présenter comme salvatrice? Après tout, la technique, c'est une technique. En tant que technique, elle est bonne. Dès qu'on dit technologie, pourquoi ce serait mauvais en soi? Comment ça se fait qu'il y ait une sorte d'intentionnalité dans la technologie? Donc on voit bien qu'on ne parle pas vraiment que de la technologie derrière ça. Ou en tout cas qu'on parle d'une technologie qui aurait justement un logos. Alors mais quel est le logos du technologos, vous voyez, hein, ici, et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose derrière. Ça ne suffit pas de dire on va dénoncer la technologie. C'est une grave erreur. Et même, vous voyez, j'en arrive donc à ma deuxième partie, hein, déplacement de la critique, pour essayer de penser l'essence du transhumanisme ou l'essence de ce qu'on peut appeler le technologisme. Hein, bon, ce technologisme qu'on peut dénoncer. Vous remarquerez qu'il y a une chose qui est très intéressante, qui nous montre qu'on est ailleurs, et qui nous pousse à déplacer la critique, c'est que la plupart des critiques que nous faisons à l'égard du transhumanisme ou à l'égard de la technologie sont des critiques qui reposent elles-mêmes sur les standards de la technologie. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que ce dispositif-là a une capacité d'absorber, d'intégrer tous les critiques qu'on lui fait, et même de s'annexer de nouveaux territoires grâce à la critique qu'on va lui faire. Par exemple, problème écologique lié justement à, à des formes de techniques exorbitantes, etc. Et on vous dit, mais comment vous allez résoudre ce problème? Eh bien, par plus de science et plus de technologie. C'est le cas, vous savez, du capitalisme, de la marchandisation. Vous êtes un rebelle, vous luttez contre le capitalisme, mais à la fin, ce qui se passe, c'est que vous devenez vous-même un produit du capitalisme. À la fin, les jeunes achètent des porte-monnaies Che Guevara. Vous voyez, cette capacité de la société techno-capitaliste d'absorber les critiques pour en faire un produit. C'est ce qu'avait très bien montré Guy Debord dans La Société du spectacle. Il disait, voilà, la force de la société du spectacle n'est pas... Il faut bien voir ce que veut dire Debord par spectacle. Ce n'est pas la critique des spectacles comme tel. Hein, ici, ça n'a rien à voir avec Tertullien, parce que je vois qu'il y a un type qui a sorti un livre sur qui a réédité des spectacles Tertullien et qui essaye de faire un lien avec Guy Debord, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Guy Debord critique quand même le stade suprême pour lui du capitalisme, c'est le spectacle, c'est-à-dire tout devient marchandise, les destins humains, etc. Et vous voyez toujours, donc vous êtes chez vous, vous voyez des documentaires sur d'autres vies, ça peut même être chrétien, vous voyez, vous avez des documentaires, vous êtes connecté à EWTN, Eternal World Television Network, la grande chaîne catholique américaine, et vous avez des séries sur The Life of Padre Pio, des choses comme ça. Et puis alors, vous regardez ça, et vous êtes chez vous dans votre fauteuil, et donc ça absorbe tout, hein, même les vies de saints. C'est même pas la peine. Pas simplement les révolutionnaires, c'est les vies de saints, tout. Tout est absorbé. Et alors, Guy Debord dit la chose suivante, il dit la critique du spectacle devient elle-même spectacle de la critique du spectacle. De telle sorte que vous allez regarder la télévision, et vous allez regarder à la télévision des émissions qui critiquent la télévision. Vous allez aller sur Internet, vous allez passer du temps sur les sites qui vous expliquent pourquoi Internet c'est pas bon. Oui, c'est bien connu. On fait tous ça. Alors il faut reconnaître, vous voyez, ce pouvoir d'absorption du réseau, du spectacle ici. Hein, et donc finalement, il faut faire attention. Les transhumanistes, ce n'est pas les petits hurluberlus là qu'on voit qui sont en train de défendre. Non, c'est nous. C'est nous qui utilisons Google, pas les autres. Donc il faut essayer de voir comment vous voyez, se joue cette sorte de complicité et de récupération systématique. Systématique, parce qu'il y a un système derrière.
Alors, quelles sont les différentes critiques qu'on a pu faire? Moi, j'ai entendu par exemple des émissions sur le transhumanisme, on dit « Oh, c'est terrible, il va y avoir des inégalités sociales terribles, parce qu'il y a des gens qui pourront se payer les implants, qui pourront se payer des super médecines et les autres vont se retrouver dans des situations terribles, inhumaines, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire alors? Parce que la question c'est qui sont les victimes dans cette histoire? Ceux qui se payent les implants ou les autres? Ou est-ce que le projet c'est de faire en sorte que tout le monde puisse payer les implants? Vous voyez, ça c'est le type même de la critique qui est absolument inopérante, qui est la critique, vous savez, sur l'égalitarisme, au nom de l'égalitarisme, qui passe à côté de l'essentiel, c'est souvent le cas avec cette notion-là. Il y a bien sûr des inégalités, et ça il faudra voir pourquoi peut-être cette logique-là aggrave les inégalités qui sont déjà celles produites par le système libéral mondial. C'est ça qui est intéressant. Il y a un lien, donc on va essayer de voir le lien, mais ce n'est pas la question essentielle. Deuxième point, oulala, la technologie, vous voyez, désastre écologique, ce problème, donc, bon d'accord, il y a beaucoup de risques, beaucoup de dangers pour l'humanité dus à ces développements technologiques. Donc, il faut faire attention au nom du risque qu'il y a derrière, au nom... voilà, mais qu'est-ce que vous faites quand vous dites ça? Vous êtes dans une logique sécuritaire. Vous êtes dans une logique qui est de dire, ah bah oui, bah, il faut le minimum de risque, donc planifions tout, contrôlons tout, et rajoutons-en, on va rajouter une couche. Alors, bien sûr qu'il y a des dangers notoires, bien sûr qu'il faut être dans... Il faut se poser la question des dégâts et des dégâts collatéraux du dispositif. Mais d'une certaine façon, il faut bien comprendre que le dispositif peut absorber cette réflexion-là en disant, ben voilà, améliorons encore notre performance calculatoire pour arriver au zéro risque. Vous comprenez, hein, est-ce qu'on peut penser la vie en termes de risque? Déjà. Si vous voulez aimer quelqu'un, est-ce que vous allez chercher le zéro risque? Là, vous êtes fichu. Et la notion de risque est liée à la notion de planification. Il y a de risque par rapport à un projet et à un but que vous êtes fixé. Donc plus vous dénoncez les risques de la technologie, plus vous entrez dans la logique planificatrice. Vous n'en sortez pas. Troisième remarque, vous voyez, sur les critiques qui se font à partir des standards. La première, c'est l'inégalité. La deuxième, c'est le nom du risque. Troisième chose, vous venez ici, peut-être pour avoir des informations sur le transhumanisme. Vous allez repartir bien informé. J'espère que ça ne sera pas le cas. Enfin. Que vous aurez pensé, que vous n'aurez rien appris de plus en termes d'information. Vous aurez tout d'un coup vu que ce que vous saviez déjà contenait beaucoup plus que ce que vous imaginiez. Bon. Alors, c'est ça la pensée. La pensée n'apporte aucune information nouvelle. Il faudrait juste vous faire remarquer. Pas besoin. D'ailleurs, les philosophes, c'est très étonnant. Ils ne lisent pas les journaux, en général. Et ils se posent des questions très simples. On existe, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas besoin d'avoir des informations supplémentaires. Plus ils ont d'informations, à la limite, moins ils doivent se concentrer sur cette question métaphysique. Voyez. Donc, c'est... Alors, vous venez ici pour avoir plus d'informations, je vous dis, voilà, maintenant, quels sont les progrès de la Google Car, quels sont les progrès de la... Mais, en fait, déjà, la logique de tout réduire à de l'information, c'est précisément la logique cybernétique. Théorie de l'information. Théorie que de l'information. Et puis, deuxième aspect, vous voulez être bien informé pour pouvoir réagir afin de proposer des solutions efficaces. Ah, vous voulez des solutions. Et ça, les solutions, c'est aussi une logique techniciste. Vous avez un problème, vous avez des solutions. Donc, nous allons enfin réagir avec beaucoup plus d'efficience en ayant trouvé des solutions finales. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous
êtes déjà tombé dans le panneau. Autre aspect, vous avez vu, hein, je me situe à un niveau qui n'est pas celui du discours sur le transhumanisme, mais d'une sorte de métadiscours, c'est-à-dire le discours sur le discours du transhumanisme, qui dénoncerait le transhumanisme et qui montre qu'en fait, cette dénonciation elle-même est, elle-même, vous voyez, prise dans quelque chose de beaucoup plus profond et qu'il faut en prendre conscience. Vous aurez des conférences, à mon avis, beaucoup mieux documentées et beaucoup plus informatives que la mienne par la suite. Mais vous voyez, c'est très important, c'est pour ça qu'on commence par celle-ci, je pense, d'avoir cette approche, vous voyez, qui est une approche avant même le discours, et sur la manière dont ce discours est lui-même déjà piégé. Quatrième point, donc vous avez, premier point, inégalité, deuxième point, l'aspect du risque, troisième point, l'aspect de l'information pour une solution, hein, vous avez compris. Quatrième point, qui montre que notre critique est souvent elle-même prise dans les standards de ce qu'on prétend dénoncer, la défense des personnes vulnérables. Ah, ça c'est la grande spécialité Cato. En ce moment, d'ailleurs, quand vous avez un terme qui devient un terme, une rengaine, un mot-clé, une sorte de formule magique, méfiez-vous. En ce moment, c'est la vulnérabilité, la fragilité. Voilà. Et alors, voilà ce qui se passe. C'est que nous pensons, en défendant les personnes vulnérables, mais on les pense à partir souvent d'une donne qui est celle de ce monde de la performance. On peut aller très loin là-dedans. Par exemple, est-ce qu'il faudrait développer des thérapies géniques pour empêcher l'apparition d'enfants trisomiques? C'était le projet de Jérôme Lejeune. Mais, si vous voulez, la croix qu'a eu à porter Jérôme Lejeune, outre les attaques qu'il a connues, etc., il a beaucoup aidé les parents, parce que les parents étaient persuadés que le Down syndrome, comme on l'appelait à l'époque, hein, le syndrome de Down, ou le mongolisme, n'était pas dû à leur faute, alors voilà, c'était un problème génétique, donc en montrant ça. Puis après, il y a cette question, et c'est une question majeure de la Fondation Lejeune hein, aussi, développer des thérapies. Mais est-ce que l'enjeu fondamental, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants trisomiques? Et donc, pour qu'il y ait ça, il faut forcément intervenir in utero. À nouveau, hein, je ne donne pas de solution ici, vous avez compris qu'il n'y aura pas de solution. Bon. Mais, vous voyez bien que, déjà, est-ce qu'on n'est pas entré dans quelque chose qui va vers le post-humain, au nom de la thérapie, au nom du soin des personnes vulnérables? Il vous manque les jambes, on vous fait des prothèses. Mais si on vous fait des prothèses, pourquoi est-ce qu'on ne vous ferait pas des prothèses quand même performantes? Et même à la limite, des prothèses avec des fonctionnalités qui dépassent ce que peuvent faire des jambes humaines. À ce moment-là, il y aura des gens qui vont regretter d'avoir que des jambes humaines. Hein. Et qui rêveront d'être amputés pour se faire... vous voyez, c'est déjà... Vous savez bien, bon, le cas, vous en parlez peut-être Daniela Cherqui quand elle viendra, que j'aime beaucoup. Daniela, elle enseigne à Philanthropos aussi, elle est professeure à Lausanne. Je l'ai découverte grâce à Elvis, ici présent, qui m'en a parlé en premier. Elle parle parfois d'Aimé Mullins. Vous savez, ce mannequin qui n'a pas de jambes. Une femme mannequin qui... Et alors on dit c'est merveilleux, vous voyez, les mannequins... mais alors elle dit, moi c'est mieux que les autres femmes parce que je peux choisir mes jambes en fonction de la robe que j'ai. Vous connaissez l'autre avec les jambes, c'est Pistorius, bien sûr. Pistorius, vous savez qu'à un moment, le comité olympique a refusé qu'il participe aux Jeux olympiques, non pas para-olympiques, mais aux Jeux olympiques, parce qu'il pensait que les autres concurrents qui avaient leurs jambes étaient désavantagés.
Parce que son cœur n'ayant pas à alimenter, vous voyez, les jambes, il avait des performances cardiaques supérieures aux autres, donc on s'est dit, oulala, ce déplacement, c'est quand même une chose étonnante. On peut aller plus loin, vous voyez, par exemple, quand on dit, ah, c'est une jeune trisomique en ce moment qui est une des mannequins, une mannequin très important qui fait des défilés à New York. Et alors, elle explique, parfois, elle dit qu'elle s'est prise en main, en gros, qu'elle a fait des régimes et que maintenant, vous voyez, elle fait des défilés de mode. Alors, on pourrait dire, c'est très difficile à décider ça. Est-ce que c'est une manière d'aimer les personnes trisomiques et de les accueillir? Parce qu'après tout, on pourrait dire, voilà, c'est un grand témoignage. Et c'est pas faux. Mais en même temps, c'est leur intégration à l'intérieur du système. Avec les critères du système. Il faut top modéliser la personne trisomique. Ce que pourraient à la limite faire les chrétiens. Parce qu'on pourrait faire exactement l'inverse de ce que je dis. On pourrait dire, ah maintenant c'est très bien qu'il y ait des personnes trisomiques, il faut qu'il y en ait, donc on pourrait génétiquement les fabriquer. Non mais vous comprenez hein, qu'on est face à des questions terribles. Sur la question de la vulnérabilité, ça va plus loin, parce que la question de la vulnérabilité, c'est que qu'est-ce que c'est les personnes vulnérables? Il y en a quelques-unes dans la salle, c'est les vieux. C'est les vieux. Ah oui. Et les vieux, c'est les personnes vulnérables. Les personnes qui ne sont pas vulnérables, c'est les jeunes. Les jeunes, ils ont l'énergie, ils sont la jeunesse. Donc les jeunes qui ne sont pas vulnérables doivent s'occuper des vieux qui sont vulnérables. Voilà ce que disent les cathos eux-mêmes. Mais c'est une aberration. Parce qu'on inverse ce qui traditionnellement était la vulnérabilité et la vénérabilité. C'est-à-dire que dans une société traditionnelle, le vénérable, c'est le vieux, et le vulnérable, c'est le jeune. Pourquoi est-ce qu'un jeune est vulnérable? Que va devenir cet enfant? Quand vous êtes vieux, vous avez eu une vie, vous avez traversé des épreuves. Si vous êtes vieux, vous êtes là, c'est que vous avez traversé des choses malgré tout, hein, que vous avez réussi à faire quelque chose. Ah oui. Mais le jeune, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Il y a une vulnérabilité extrême, et on le sait, les parents le savent. Et ils s'angoissent à propos de ça. Mais ils sont dans une société où on leur dit, mais non, c'est bien d'être jeune. Ce qui est vénérable, c'est le jeune. Alors si le jeune est le vénérable et le vieux est le vulnérable, déjà je ne vois pas comment il pourrait y avoir une transmission. C'est pour ça que l'adolescent devient le chef de famille. Vous comprenez ici que notre manière même de penser la vulnérabilité se fait à partir des standards du monde technologique. Bon, on est dans la merde. Hein. Mais tant mieux, hein. Ça va faire de l'engrais, c'est un nouveau départ, parce que justement les cyborgs ne sont même pas capables de merde. Donc c'est déjà notre avantage, c'est le lieu peut-être de la différence. Hein. Bon. Alors, j'en arrive, oui, je vous explique, moi j'ai choisi, je suis laïque pour me permettre de parler comme ça. Je n'ai jamais voulu être un clerc, un diacre même, autre chose, parce que on doit avoir cette liberté, nous, qui ne serait pas une liberté pour à mon avis, pour un ecclésiastique. Bon, il y a Guy Gilbert, bon. Mais quand même. Voilà. Enfin, et ça vous fait découvrir peut-être le point ultime, c'est que ceux qui critiquent le transhumanisme n'ont pas le monopole de la compassion. Le transhumanisme se fait au nom du confort, au nom du réconfort, avec un arrière-plan compassionnel. Et même ce qui va se passer, et c'est ça la chose extraordinaire,
c'est que face à ces développements technologiques, il va y avoir un renversement. Il y a déjà un renversement qui fait que ce sont les chrétiens qui apparaissent comme des monstres, comme des gens cruels. Parce que les nouvelles questions qui se posent sont les suivantes. Est-ce que vous voulez vieillir ou pas? Si vous défendez un ordre naturel, parce que Dieu s'est fait homme, et donc il a des... De toute façon, cet ordre naturel a été porté par le surnaturel, par le divin, donc il a une dignité divine tout d'un coup. Vieillir. Alors vous dites, non, il faut vieillir. Vous savez, le vieillissement, c'est la décrépitude aussi. Oui, mais c'est bien. Non, mais attendez, vous êtes malade. Et les autres, ils arrivent en disant, mais non, on fait un truc, on arrête le processus de vieillissement. D'accord? De l'autre côté, souffrir. Vous êtes contre l'euthanasie, vous êtes des tortionnaires, indirectement, vous êtes des tortionnaires si vous êtes contre l'euthanasie. Les gens veulent la suppression des souffrances. C'est pour ça qu'ils vont dans la ville où il fait bon vivre, la ville de grande aisance du monde, de la plus grande de Zurich. On y est, hein, ici. On est aux avant-postes. Hein. Donc, vous voyez, c'est là, il fait bon vivre à Zurich, pas simplement parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a la simplicité, parce qu'on n'est pas dans une mégapole écrasante, mais parce qu'il y a aussi la Maison Bleue de Dignitas. Et si vous dites aux gens, bah non, dès que tu sors de ton confort, tu n'as pas le droit, tu dois souffrir, bah vous êtes un monstre. Alors, encore une question qu'on peut vous poser. Vous voulez avoir votre enfant comment? Par l'archaïque voie sexuelle, dont on ne peut pas dire qu'elle a fait ses preuves. Ah bah oui, je pense qu'il y a des parents ici qui comprennent tout à fait ce que je veux dire. Et puis, c'est-à-dire on ne maîtrise pas le truc, on ne sait pas, on devient parent parce qu'on a... Moi, parce que j'ai couché avec une femme, pas parce que j'avais des compétences dans l'éducation. Donc vous avez des enfants, des pauvres créatures innocentes qui se retrouvent entre deux abrutis, qui en plus ont d'autres choses à faire, vraiment pas tellement motivés pour les tâches éducatives. Et voilà, et on se dit, mais c'est... Vous vous rendez compte? Et en plus, cet enfant, il n'a pas été calibré et tout, il s'est fait par le hasard de l'amphimixie. Alors que là, vous voyez, là ils arrivent et vous disent, non, on va vous faire d'abord l'enfant sans problème. Physique au moins, génétique, qui va bien, voilà, qui aura en plus les compétences d'adaptation à la société, etc. On va tout lui programmer comme ça, voilà. Bon, après, bien sûr, on va vous le faire, on dit vous, mais c'est plus tellement des parents, ce sera peut-être des parents, mais il faut que vous ayez passé quand même le brevet de compétences parentales. Il faut que vous soyez des éducateurs spécialisés, sinon on ne va pas vous confier cet enfant, sinon ça va être le carnage. Donc on ne fait surtout pas ça, et c'est au nom du bien. N'oubliez pas, au nom du bien, le totalitarisme est fait au nom du bien, du grand bien. Ça continue, c'est au nom du bien. Un bien qui récuse l'être donné, donc qui forcément d'une certaine façon scie la branche sur laquelle il est assis. Mais enfin bon. Un bien quand même, c'est au nom du bien. Un bien séparé de l'être, une construction séparée de la donation initiale, d'un respect à l'égard du don initial, mais quand même. Oui. Et donc c'est au nom de la compassion que ça se développe. Et la charité, de plus en plus, apparaîtra comme une cruauté. La miséricorde apparaîtra de plus en plus comme sans compassion. Dites-vous bien ça. Bernanos parlait déjà de ceux qui ont la tripe sensible et le cœur dur. Vous voyez, mais ça veut dire que si vous avez vraiment un cœur miséricordieux, hein, donc le cœur devient lui sensible, bah vous avez des entrailles solides. Mais on vous reprochera ça. Parce que vous allez dire, bah non, l'enfant il faut qu'il naisse comme ça.
Ah, mais avec ces parents-là, simplement parce qu'ils ont fait la bête à deux dos, quoi, et on va leur dire vous pouvez élever le petit ange. Mais, ben oui. Ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est le fondement du droit naturel. Le fondement du droit, vous vous rendez compte? Donc, pas des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est les droits d'individu. On pourrait très bien, au nom du bien de l'individu, l'arracher à ses parents, si vous voulez. Mais ce n'est pas le droit naturel. Donc on est dans une situation, vous voyez, où des questions absolument neuves se posent, où tout est déplacé, et où nos critiques ordinaires, notre petite morale, ne tient plus. De telle sorte que la morale traditionnelle, qui reste nécessaire, quand je dis morale traditionnelle, ça veut dire ce qui nous vient de Platon, d'Aristote, du très grand Cicéron, parce qu'il ne faut pas oublier les moments latins dans cette morale, c'est une des grandes catastrophes aujourd'hui, on supprime le latin dans les écoles, mais c'est le point d'articulation majeur, le monde latin, et qui a une pensée latine, bien comprendre, il n'y a pas que les Grecs, parce que nous n'avons pas très bien compris là, les philosophes contemporains. Cicéron, Virgile, voilà, Sénèque, etc. Mais surtout Cicéron et Virgile. Et puis, voilà, tout ce qui a été porté par la grande théologie morale catholique, voilà, jusqu'à maintenant, ou même d'ailleurs protestant, vous avez parlé de Karl Barth tout à l'heure, quand même un homme admirable de ce point de vue-là. Et donc, cela a bien sûr un poids fondamental, mais il faut bien comprendre que nos ancêtres ne se sont pas posé ces questions-là. La naissance par voie sexuelle, la mort, n'étaient pas des options. C'était des nécessités. Donc il fallait essayer de faire une morale qui dise faire de nécessité vertu. Vous savez comme on dit là. Il fallait faire de nécessité vertu. Mais quand ça devient une option, ben, il va falloir redéfinir la vertu. Oui. Donc nous sommes face à des questions absolument neuves. C'est pour ça que nous sommes dans une période formidable. Pour des personnes comme moi qui aiment penser, qui aiment quand il n'y a plus de solution, peut-être parce que je suis juif, et que dans le Talmud, l'important dans le Talmud, c'est qu'on ne soit pas d'accord. Enfin, on soit d'accord pour ne pas être d'accord autour d'une même question. Donc on se retrouve autour de la question, on est autour de la table. L'essentiel, c'est qu'on soit autour de la table, vous voyez. C'est très intéressant. Il n'y a pas pour les rabbins du Talmud l'idée qu'il faut arriver à un accord idéologique. D'accord? C'est qu'on vit dans la communauté ensemble autour de la Torah, mais après, on n'est jamais d'accord. Bon. Donc, ça, on n'a pas le goût de la solution, de l'efficacité, c'est pas ça. Et peut-être que le goût de la solution et de l'efficacité, donc d'une certaine conception de la vérité comme solution à tous les problèmes, hein, et non pas comme drame, parce que nous, on sait la vérité. Dans le christianisme, c'est une histoire juive. Hein. La vérité, c'est pas la solution à tous les problèmes, parce que la vérité, elle est en croix. Elle meurt et elle est accusée d'être le mensonge et le blasphème. Vous voyez, c'est quand même un peu problématique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà, de manière très très éloignée, tout un courant dont le transhumanisme n'est que le symptôme, l'endroit où l'erreur se déclare de manière comme horreur, mais il y a quelque chose de plus profond. Vous pouvez attaquer les théories du gender, par exemple. Vous dites, ah, le gender, c'est très mal, et alors vous tombez sur le dos de cette pauvre Judith Butler, etc., qui est une brave femme, en somme toute, hein, je veux dire, c'est pas un penseur très puissant, donc ça vaut même pas le coup de croire qu'elle serait à l'origine d'une théorie qui remuerait le monde. C'est quand même lui faire un honneur considérable. Ça, c'est toujours le problème quand on se met à diaboliser les gens, hein. C'est qu'on les honore, finalement. Non, c'est pas ça. Elle est, en tant que personne, je l'aime, mais pour ce qui est de sa pensée, ce n'est qu'un épiphénomène. Voilà, pas très loin. Et puis sur ce qui est intéressant dans sa pensée, même à la limite, je suis assez proche d'elle. Enfin, bon. Mais pourquoi? Parce que ça vient de très très loin. Quand on s'est mis à définir l'homme comme sujet, autonome,
comme conscience, comme cogito, comme... Quand on a dit que c'était ça l'essentiel de l'homme, déjà on avait une vision de l'homme sans le corps, sans le sexe. Quand vous regardez en arrière toute l'histoire de la philosophie, donnez-moi un seul auteur qui a pensé la sexualité et le fait qu'il n'y avait pas simplement l'homme avec un grand H, mais des hommes et des femmes. Un seul. Dès que vous quittez les anciens, qui l'ont pensé, Platon, Aristote, Xénophon, et dès que vous sortez de la théologie, qui a bien été obligée de le penser, malgré, alors c'est pas parce qu'ils avaient un tropisme spécial, parce que voilà, il y avait la Trinité, il fallait penser le Père, parce qu'il y avait la Vierge Marie, bon, on était un petit peu mal à l'aise, il fallait, mais on a essayé. Donc il y avait forcément des hommes et des femmes, tiens. Mais sinon, la plupart pensent l'homme. Vous savez, ça a été un de mes problèmes d'ailleurs quand je suis arrivé à Philanthropos, il y avait cette devise, connaître, aimer, connaître, je ne sais plus comment connaître, c'est aimer, servir la vérité de l'homme, avec un grand H. J'ai dit, mais c'est qui? Comprenez? La philanthropie comme l'amour de l'homme avec un grand H, ou de l'humanité en général, ça n'a rien à voir avec l'amour du prochain. Et en plus, ça passe à côté du fait qu'il y a des jeunes et des vieux, qu'il y a des hommes et des femmes, ouais, qu'il y a des fils. L'homme, à la fin, c'est devenu une sorte d'individu autonome. Donc pas de corps, pas de sexe, pas d'appartenance, pas de filiation. L'entrée en société se fait par un contrat passé entre individus autonomes. On ne sait pas comment ils ont passé le contrat, parce qu'ils ont bien dû apprendre une langue maternelle. Mais enfin bon, ils ont passé le contrat. Vous voyez de qui je veux parler? Citoyen de Genève, qui a lancé cette théorie, mais ça vient de plus loin, bien sûr, que Rousseau. Alors, vous comprenez qu'on est là face à quelque chose qui vient de très très loin. Et ça a été le grand génie de Heidegger, même s'il a eu tendance à tout mettre dans le même sac, et ça a été sa grande faiblesse, mais Heidegger a dit la technique, c'est pas la technique. Quand vous dites la technologie, vous ne parlez pas de la technologie. Vous parlez du stade suprême de l'histoire de la métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient de très très loin. Que déjà, quand on cherchait des solutions, on était déjà de ce côté-là. Que déjà, quand on était en train de chercher une morale, où vous dites un truc et la personne vous obéit tout de suite, c'est un grand projet, la morale. Hein, la mère de famille, je parle à mes enfants ne m'obéissent pas. C'est pas normal. Donc je cherche, je lis des trucs de communication non violente. Et comme j'ai lu les trucs de communication non violente et que même avec la communication non violente, mes enfants ne m'obéissent pas, j'entre dans une violence encore plus grande. Dieu merci que ça se passe comme ça. Parce qu'à la fin, si vous voulez que votre enfant obéisse au doigt et à l'œil, ce que vous voulez, c'est une tablette. Éventuellement un chien. Mais la tablette est encore plus efficace. Donc vous êtes déjà dans un projet de ce genre. Si vous voulez sortir, vous êtes des évangélisateurs, vous parlez, et puis tout le monde se met à genoux, et tout le monde est là. Vous êtes déjà dans le transhumanisme. Vous êtes déjà dans le technologisme. Parce que le mode profond, la structure profonde du technologisme, c'est j'appuie sur un bouton, j'ai un résultat. C'est de ne pas reconnaître la dimension de drame, c'est de ne pas reconnaître la patience comme vertu fondamentale, ça n'est pas reconnaître la dimension de l'histoire, du temps, ça n'est pas reconnaître l'inertie du corps, ça n'est pas reconnaître aussi la profondeur de la liberté. Vous voyez? Et on a tous donné là-dedans. Et tous, vous voyez, on pourrait même réagir face au transhumanisme de telle sorte qu'on voudrait atteindre une efficacité en retour qui est en fait fondée sur les mêmes structures. Donc maintenant, j'en arrive à mon dernier point, je vais devoir conclure en plus, je ne sais pas l'heure qu'il est. J'en arrive à ma question parce qu'en fait je ne l'ai pas abordée. Sur la question de l'homme augmenté et de l'homme diminué, et du rapport entre les deux. Je pourrais résumer le problème d'une façon très très simple à partir de ce lieu pour moi emblématique de la représentation de la vie humaine, à savoir la petite maison dans la prairie.
J'ai déjà expliqué que depuis des années, je portais, même avant les attentats, une pancarte avec écrit « Je suis Charlie », et qu'il s'agissait bien sûr de Charles Ingalls. Parce que, bien sûr, Charles Ingalls est vraiment l'homme par excellence, quoi. Donc, il travaille la terre, il a une maison, il travaille de ses mains, il coupe du bois, il est père de famille, il fait la prière, il joue du violon. Et forcément, c'est l'idéal, on sait très bien que ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça a toujours été ça, l'humanité, finalement. Mais c'est très difficile d'arriver à ça, en fait. Mais que comme on a créé des conditions de vie qui nous interdisent cela, ou plutôt qui nous donnent cela, mais à la télévision, c'est ça qui est subtil. En nous interdisant cela, l'idéal est réalisé, mais numériquement. Parce qu'en fait, Charles Ingalls, bien sûr, La petite maison à Paris, contribue au transhumanisme. Vous avez compris, parce que vous voyez la série, vous ne le vivez pas. C'est pour ça que je vous dis, le cœur du problème, il est là. Mais vous êtes des hommes diminués, nous ne savons plus rien faire de nos mains. Comme dit Michel Houellebecq, un de ses personnages, nos compétences technologiques sont largement inférieures à celles d'un homme de Néandertal. Nos compétences techniques sont largement inférieures à celles d'un homme. Nous ne savons plus ni chasser, ni faire des vêtements, ni faire un feu. Mais on appuie sur des boutons, on a tout ça, vous voyez. On n'a plus besoin. On ne sait plus cuisiner, on achète des plats cuisinés. Donc on a perdu des savoir-faire. Or, vous voyez, le lieu propre de l'exercice de l'humanité, ce n'est pas la pure rationalité, c'est une rationalité qui investit le corps et qui rentre en résonance avec la nature. Ce qui se joue dans les arts, en grande partie, jouer d'un instrument, vous faites corps avec votre instrument, un violon. Sans compter que ce violon, le bois, la facture du violon, tout ça vous met en résonance aussi avec le monde, avec l'univers. Mais c'est le cas aussi spécialement de cet art qui est la mère de tous les arts, à savoir l'agriculture. Xénophon dit, l'agriculture, mère de tous les arts. Aristote le dit. Parce que dans l'agriculture, c'est pas l'ingénierie, le sommet de tous les arts. Enfin, comment dire, ce qui doit être la matrice de tous les arts. Le mode de pensée de tous les arts. Parce que dans l'agriculture, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas en train de fabriquer des choses de telle sorte que la nature ne nous fournit que des matériaux, un stock d'énergie, d'éléments, de briques qu'on peut recomposer à nos guides, c'est qu'on accompagne un dynamisme naturel. Donc on reconnaît qu'il y a du donné, que les choses ne sont pas nos constructions d'abord. C'est pour ça que le paysan est un païen au sens où il honore les dieux. Vous verrez dans tous les traités d'agriculture du monde antique, il y a toujours cette idée que le point le plus important de l'agriculture, c'est la prière. C'est très étonnant. À cause des variations météorologiques, à cause des choses, mais aussi parce que derrière l'agriculture, il y a l'idée qu'il y a un donné initial, que nous n'avons pas tout construit. Nous sommes arrivés dans une nature, alors bien sûr, il faut y mettre notre sueur, mais ça rend. Ah, ça c'est très intéressant. Mais tout ça nous a été retiré. Quand vous regardez la hiérarchie des métiers aujourd'hui, être agriculteur, c'est la pire des choses, il y a de quoi se suicider. Et pas simplement parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus d'agriculture, parce que vous ne pouvez plus être un paysan, parce que vous êtes l'exécuteur des volontés technocratiques, des ingénieurs de l'INRA sous couvert de la FNSEA, enfin je parle de la France, vous voyez ce que je veux dire, et puis des injonctions de la PAC. Je dis la PAC parce que vous comprenez, derrière ça, la politique agricole commune de l'Europe, il y a l'idée de vraiment de la vraie religion, c'est la PAC, on doit traverser par la vraie PAC. Donc, c'est fini, vous pouvez plus, vous n'avez plus de rapport à la nature, vous êtes obligé, vous vous rendez compte le malheur d'un agriculteur, d'un paysan qui fait ça parce qu'il est aussi en rapport avec la terre. En fait, c'est plus la terre qu'il a. Et puis, il est obligé d'envoyer des pesticides, d'envoyer des trucs, ça devient monstrueux.
Il faut que ça devienne une fabrique, il faut que ça devienne une usine, il faut que ça devienne un laboratoire, il faut que ça devienne... Et donc le modèle est celui de l'ingénierie, non pas de l'agriculture. Vous voyez, quand l'ingénierie se déploie à partir du modèle de l'agriculture, et que tous les arts se partent à partir du modèle, c'est-à-dire accompagner ce qui est donné, accompagner une transcendance, tout est bon. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est l'ingénierie qui devient l'art suprême, ou quand c'est, en fait, parce qu'il y a au-dessus de l'ingénierie quelque chose, je vous ferai bien, c'est la finance, alors là, tout devient fou. Parce que les ingénieurs sont eux-mêmes, et les scientifiques sont eux-mêmes soumis, en fait, à des cahiers des charges, des choses, et finalement, en dernier lieu, à la finance. Je suis pas remarqué ça. Mais il y a un lien entre les deux, je vous dirai lequel. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Aujourd'hui, le sommet des métiers, c'est la finance, c'est la haute finance. Vous êtes un métier dans la haute finance, ça y est, c'est bon, quoi. Alors que dans un esprit médiéval, c'est le pire. C'est le plus bas à l'échelle. D'ailleurs, je pense même que la haute finance mérite l'excommunication au Moyen-Âge. Hein, parce que vous pratiquez un taux... Mais non, vous savez bien, il y a l'interdit de l'usure. Interdit du prêt à intérêt. Donc forcément, c'est pas possible. Il y avait des modes de financement qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui finance. C'était du crédit pour de bon, donc je te fais confiance. Crédit, c'est ça ce que ça veut dire. Mais nous, on utilise encore le mot crédit pour des choses qui n'ont rien à voir. Et c'était de la vraie finance, c'est-à-dire au fait où quelqu'un s'engageait dans l'entreprise d'un autre, il disait voilà, moi j'ai de l'argent en plus, je te le donne parce que je crois en tes capacités. Mais là, c'est pas ça. Le type, il s'engage pas. Il attend de gagner sans rien faire, lui. Il est dans l'esprit de rente. Donc, vous voyez, on utilise les mêmes mots. Il faut toujours faire attention, souvent on utilise les mêmes mots alors qu'on désigne des choses complètement différentes. Par exemple, on utilise le mot technique pour désigner, vous voyez, le fait de planter un clou avec un marteau, ou de la menuiserie, et puis les nanotechnologies. Mais c'est quand même pas la même chose. C'est pareil, il faut toujours faire attention. Donc, j'en arrive à maintenant, vous voyez, ma thèse, au fond, c'est que c'est parce que nous avons été privés de nos pouvoirs les plus propres par le fantasme d'un monde où l'on domine en appuyant ses boutons, que nous voulons encore plus intégrer ce monde où on appuie sur des boutons. C'est parce que l'homme a été diminué qu'il rêve d'être un homme augmenté, si vous voulez. C'est parce que nous avons oublié le transhumanisme de Dante, puisque je vous rappelle que transhumana, c'est un néologisme forgé par Dante dans la Divine Comédie, dans le paradis. Transhumané. Mais c'est par quoi? C'était l'acte de la foi, c'était l'acte de la charité, c'était l'acte aussi des arts, de la poésie, hein, de Florence, si vous voulez. On a balayé ça, et donc on passe, on n'a plus ça, on ne peut plus le faire, on ne sait plus. On passe du côté du transhumanisme, de la technoscience. Alors, derrière ça, il y a bien sûr une logique, qui est la logique de l'innovation. C'est un point très important, la logique du progrès, la logique de l'innovation. Pourquoi est-ce que l'innovation a des lettres de noblesse? Parce que, par définition, on va dire, l'homme n'est pas une bête. Il n'est pas pris dans des cycles permanents. Parce que le propre de l'homme, c'est d'avoir une histoire et donc d'inventer. Donc, d'innover. Et dès lors, lorsque vous parlez d'innovation, vous êtes humaniste. Il ne faut pas oublier que le transhumanisme se présente comme un humanisme, hein, aussi. Donc si vous dites, mais attendez, moi par exemple les propos que je tiens, j'ai parlé de Charles Ingalls, les gens arrivent tout de suite, ils disent, mais alors, vous voulez qu'on régresse à l'âge de pierre? Quand on me dit un truc aussi con, généralement je dis, bon, oui, mais évidemment. D'ailleurs, j'aurais déjà un casse-tête sous la main et j'aurais la technique pour vous faire taire. Là. Parce que vous devriez lire ou relire le très beau livre de Marshall Salins qui s'appelle « Âge de pierre, âge d'abondance », qui montre comment l'économie des chasseurs-cueilleurs est une économie, non pas de Whitpen, ou ces représentations de la préhistoire, mais non, pas du tout. Marshall Salins montre à partir de ce que vivent ceux qui ont des modes de vie de nomadisme type paléolithique, c'est-à-dire les Cochimans, les aborigènes d'Australie, etc. Ils ont fait des études, ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient pour assurer leur subsistance 3 heures par jour.
en moyenne. 3 heures par jour en moyenne. Vous voyez bien, nous, c'est plus du tout le cas. Donc, c'est pas vrai que, vous voyez, qu'on a diminué le temps de travail pour la subsistance. Ça n'est pas vrai, c'est un mensonge. On a produit de l'égalité. Bon, bien sûr qu'on a pu produire jusqu'à un certain point de la prospérité, mais maintenant, et la croissance est bonne jusqu'à un certain point, mais là, on a atteint un seuil critique où on voit bien que dans nos pays, ce n'est pas la croissance l'objectif de la prospérité. Peut-être dans certains pays où ça ne marche pas, où ils ont $1 pour vivre par semaine, vous voyez, bon, là, je comprends. En même temps, vous savez, ce n'est pas toujours des bons critères, parce qu'ils sont parfois dans des économies de réciprocité et de subsistance qui ne sont pas liées à l'économie monétaire et marchande, donc pas à quelque chose qu'on peut mesurer comme un salaire, comme un revenu par tête d'habitant. Vous savez, donc en plus, il faut voir, hein, parce que ces unités de mesure sont critiquables elles-mêmes. Mais vous comprenez, il y a des seuils critiques. La médecine, parce que bien sûr, le grand truc quand vous attaquez le progrès, c'est « et la médecine ». Alors là, vous avez toujours quelqu'un dans la salle, ça c'est classique. Et là, il dit « oui, mais et la médecine ?» Alors maintenant, j'anticipe. Quand même, la médecine. Mais parlons-en de la médecine. La médecine a atteint ses seuils critiques. Quand Ivan Illich écrit dans les années 70, déjà, 70, pardon, enfin, en tout cas pour les fribourgeois, la némésis médicale, il montre qu'il y a des pathologies, il y a du iatrogène, c'est-à-dire des maladies qui sont générées par la médecine elle-même, de telle sorte qu'aujourd'hui, la médecine a atteint un point critique dont on se demande si elle peut progresser encore, ou si elle n'est pas condamnée soit à basculer du côté du transhumanisme, soit à produire des cas qui nous laissent perplexes. Des gens maintenus en vie, peut-être trop longtemps, l'acharnement thérapeutique, dans des situations qu'on n'arrive pas à mesurer, ou même tout ce qui va pouvoir se passer à partir des thérapies intra-utéro qu'on pourra faire. Vous savez, ça va créer des transformations, une révolution complète de notre manière de voir la vie, mais qui va avoir des effets néfastes. C'est pour ça que Anne-Laure Bock, qui est une des grands médecins et penseurs de la médecine, neurochirurgienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, écrit qu'aujourd'hui la médecine engendre des monstres. Donc bien sûr qu'il y a une bonne médecine technoscientifique qui a fait progresser les choses. Aujourd'hui, on ne meurt pas d'une pneumonie, comme Descartes est mort d'une pneumonie, vous voyez, à 54 ans, c'est quand même un progrès. Il n'y a pas la même mortalité infantile, vous imaginez ce que c'était avant. Magnifique, on peut faire l'éloge de la médecine contre ce qu'il y avait avant, la médecine de Molière, si vous voulez. Mais attention, nous ne sommes plus à l'époque de la médecine de Molière et on a atteint peut-être le seuil critique. Vous voyez, quand on fait l'apologie du progrès, il faut toujours se dire, ça ne va pas forcément toujours plus loin. Il y a un moment où on a atteint la maturité. La croissance est en vue d'une maturité. Là, on croit à la croissance illimitée. Mais quand on passe, on atteint un seuil de contre-productivité. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, de manière très très nette, dans tous les domaines. Même la médecine. Donc, je vais conclure. En fait, bon, j'ai des choses à dire. Vous n'êtes pas trop ennuyé, de toute façon, je vous avais dit. Si, parce qu'en plus, vous êtes peut-être venu pour arriver avec pour être dans les formats aussi du monde technoscientifique, ou technologique, c'est-à-dire, vous voyez, des synthèses de 2 minutes. Il y a un dominicain qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, il m'a dit « Ouais, je voudrais vous parler des questions de la technologie, j'ai entendu que vous disiez, c'est très intéressant ce que vous dites. Voilà, donc on fait des choses, c'est des petites vidéos qu'on fait sur Internet, vous avez 3 minutes. » Je dis, vous vous rendez compte, là c'est le format que vous proposez, c'est le format de destruction de la pensée. Donc c'est fini. Donc voilà, on prend du temps, on est entre nous, vous avez du temps. Bon, voilà. Alors, le point qui est fondamental, c'est que en réalité, le progrès qui est proposé est un progrès des objets et non pas un progrès des sujets. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous montrer. L'innovation, essentiellement, interdit tout renouvellement du sujet et ne propose une nouveauté qui est une nouveauté extérieure à nous, qui est la nouveauté des objets. Vous passez de la plume doigt au stylo plume, au stylo bille, à la machine à écrire, au traitement de texte, à la tablette, etc. Très bien.
Mais est-ce que vous savez faire ce que savait faire Cicéron avec une plume d'oie? Les objets ont progressé. Mais vous, est-ce que vous avez acquis un savoir-faire? Ça, c'est une vraie question. Donc en fait, nous, on n'a plus à progresser, on s'est déchargé sur les objets de la question du progrès. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que le progrès des objets aboutit non seulement à, vous voyez, à une stagnation souvent du progrès des individus, mais plus souvent à une régression. De telle sorte que les savoir-faire, comme je vous l'ai dit au départ, nous sont de plus en plus retirés. Et que nous déléguons cela à des machines. Mais de sorte aussi que même la patience qu'implique l'acquisition du savoir-faire nous est retirée, et nous sommes de plus en plus dans une économie pulsionnelle. J'ai beaucoup écrit là-dessus, vous pourrez lire sur le site de la revue Limite, revue d'écologie intégrale, dont je suis le président d'honneur. Les jeunes gens qui s'en occupent m'ont demandé, mais j'écris chaque semaine une chronique, qui est la chronique qui est publiée en fait dans le quotidien Avenir, et j'ai une chronique hebdomadaire dans Avenir, mais qui paraît en français sur le site de la revue Limite, qui s'appelle, j'ai fait un texte qui s'appelle « Perfectionnement du pulsionnel », où je montre qu'en fait, plus la technologie se développe, plus elle cultive, à l'envers, c'est pas le mot culture n'est pas juste, en nous, le mode pulsionnel. Parce que le propre d'un appareil technologique, c'est d'avoir une machinerie sophistiquée qui nous donne une commodité, un confort, un truc, dans une pseudo-immédiateté, vous voyez, on appuie sur un bouton, on a un résultat. Donc on veut que ça aille vite. On n'apprend plus la patience. On n'a plus le temps d'attendre que l'herbe pousse. Ce qui impliquait l'agriculture, justement, comme modèle mental. On n'a plus le temps. Donc en fait, derrière le dispositif technologique qui produit le confort, nous devenons de plus en plus impatients et se cultive une forme de sauvagerie latente. De sorte que quand les rouages du système qui nous maintient dans ce confort se bloquent, cette sauvagerie peut exploser à tout moment. Ce qui vous arrive d'ailleurs quand votre ordinateur plante. Et vous commencez d'ailleurs à insulter l'ordinateur, le pauvre, vous l'humanisez, vous régressez sur un mode qui est infrapaïen, c'est-à-dire, vous voyez, parce que les païens rendaient des cultes à des objets, à des idoles, vous savez que c'est normal, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis vous devenez fou, quoi. Mais bien sûr, imaginez, personne ne ferait ça devant un arbre. Vous avez planté des céréales, vous dites, ouais, vous attendez que ça pousse, enfin. Mais c'est intéressant parce que, vous voyez, et celui qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est le grand romancier anglais qui s'appelle Ballard, J.G. Ballard, l'auteur de Crash, l'auteur surtout de ce livre formidable qui s'appelle IGH, enfin High Rise, Immeuble de grande hauteur, qui va sortir là au cinéma avec Jeremy Irons, c'est une adaptation qui va sortir très bientôt, très prochainement. Voilà, où on voit le grand immeuble, tout confort, etc., 1000 appartements dedans, centre commercial au 10e niveau, etc. Et puis on voit que, en fait, derrière ça, les gens deviennent de plus en plus sauvages, et à un moment, les trucs vont tomber en panne, et ils vont se diviser en étages, par tribus, par clans, ils vont faire des razzias en bas, ils vont tomber dans une sorte d'économie complètement primitive, mais même pas primitive en fait, voilà, bestiale. Très intéressant. Donc vous voyez, progrès des objets au détriment des progrès du sujet. Deuxième point, l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'innovation? L'innovation, c'est l'obsolescence. C'est-à-dire que une économie de l'innovation permanente, c'est une économie du déchet. Il faut qu'il y ait du déchet. Parce que le propre de l'innovation, c'est non seulement qu'elle ne concerne pas le sujet, mais qu'en plus l'objet doit se substituer à un autre objet. Lui-même étant, vous voyez, l'objet n plus 1 remplace l'objet n, et lui-même va être remplacé par l'objet n plus 2. D'accord? Donc à la fin, vous jetez. Vous voulez réparer quelque chose, on a parlé de réparation au début. L'homme mais on ne répare plus. Qui parle de réparation? À chaque fois, vous aviez un fer à repasser, vous lui demandiez la réparation, vous dites mais non, vous avez acheté comment ça s'appelle, la centrale vapeur.
Ah très bien, vous achetez la centrale vapeur. Maintenant, la centrale vapeur tombe en panne. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous dire, est-ce qu'on pourrait réparer? Elle dit, bah non, ça va vous coûter plus cher. Maintenant, vous allez acheter le Fashion Master de chez Miele. Alors, c'est un nouveau truc. La planche à repasser, elle envoie de la vapeur par-dessous. Vous prenez comme ça en sandwich le vêtement, et là, il est aplati comme jamais vous avez vu. On ne répare plus. Pourquoi? Parce que l'art de la réparation est justement un art qui s'oppose à l'art de la construction. Si vous êtes dans une sorte de constructivisme pur, l'art de la réparation ressemble à l'agriculture. On arrive avec un objet, on n'aime pas celui qui l'a, on ne sait pas, on ne l'a pas fabriqué. Donc on se dit, bon, comment c'est fait? Il faut que je vois comment c'est fait, le type, comment il s'est débrouillé pour construire ça. Parce que c'est facile quand vous produisez vous-même, ça, mais quand vous réparez, vous devez avoir une attention au réel. Le constructeur peut voir la réalité comme une réalité disponible qui manipule à sa guise. Le réparateur, alors même que c'est une machine, voit la réalité comme une réalité contraignante, à laquelle il doit se plier, à laquelle il doit être attentif. Et ça ne marche plus, l'art de la réparation aujourd'hui. Et donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de déchets. L'innovation, s'il y a croissance dans nos sociétés, c'est avant tout une croissance du déchet, de telle sorte que la nature ne peut plus l'absorber. Vous savez que la question que ne pense pas le calcul du PIB, c'est la notion du throughput, pas les inputs économiques, mais le throughput, c'est-à-dire les ressources qui rentrent comme ressources, qui peuvent s'épuiser, bien sûr, mais qui ressortent surtout comme déchets, donc qui peuvent polluer. Et ce n'était pas pensé. Alors bon, est-ce qu'il s'agit de faire des nouveaux paramètres pour entrer encore dans une plus grande techno-économie? Ça, on pourrait critiquer, justement. Mais vous voyez, il y a des choses là qu'on ne voit pas, c'est qu'on n'a jamais produit autant de déchets qu'à notre époque. Et que ces déchets, la nature ne peut plus les absorber. La mer ne peut plus les absorber. Donc c'est un truc incroyable. C'est ça la vraie croissance qu'on a atteint. C'est ça le vrai progrès. Donc progrès des objets pour un progrès du déchet. Alors, pourquoi cela? Parce que, au fond, on est passé d'une logique de la nouveauté comme renouvellement à une logique de la nouveauté comme innovation. Vous savez bien que la grande nouveauté, c'est le renouvellement. Parce que le renouvellement, c'est le sujet qui le vit. C'est assez évident. Le printemps, c'est une nouveauté. Le printemps. Pourtant, ce n'est pas une innovation. Mais c'est une nouveauté. Et à chaque fois, on sait ce que le printemps fait sur nous. Mais imaginez, dans nos vies, même, ce qui a été la plus haute nouveauté, c'est ce qui était de l'ordre du renouvellement. Et non pas d'innovation. Vous avez un enfant, ce n'est pas une innovation. Rien de plus banal. Et en même temps, c'est l'événement radical dans une vie. C'est de l'ordre du renouvellement. Vous avez une conversion. Ce n'est pas une innovation. Il y a du neuf dans votre vie. Vous voyez, mais c'est vous qui êtes entièrement renouvelé. Et alors, justement, dans ce cas-là, il n'y a pas de déchet, il n'y a pas de substitution. Parce que dans le renouvellement, le sujet est conservé. Dans une conversion, c'est vous, c'est même, vous assumez peut-être encore plus votre histoire et votre passé qu'avant votre conversion. C'est ça qui est très beau. C'est que le renouvellement n'a pas besoin, pour manifester sa nouveauté, de rendre obsolète ce qui le précède. Et tout l'ordre de la culture, tout l'ordre de la nature, en fait, tout l'ordre de la culture, tout l'ordre de la grâce, ces trois ordres-là sont sur le modèle du renouvellement, qui n'est pas la substitution sur le même plan, mais un changement d'ordre. Tout est assumé, voilà, et va de manière plus élevée. Et c'est ça ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui est vraiment neuf. On ne sait plus ce qui est la vraie nouveauté. Moi, je suis pour la nouveauté, je suis pour l'avenir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut mettre une limite à l'innovation, parce que l'innovation tue le renouvellement. Et qu'il faut mettre une limite au futur, parce que le futur tue l'avenir. Alors, je conclus véritablement maintenant. Il y a des choses que j'aurais aimé vous dire, mais je ne vais pas vous les dire. C'est que
je vous ai parlé du lien entre le transhumanisme et finalement aussi le techno-capitalisme. Le pape, c'est très intéressant, dans l'encyclique Laudato Si, dit parfois le paradigme technocratique qui régit notre société, donc technocratie, puis après il dit techno-économique, puis après il dit paradigme consumériste. Et c'est intéressant parce que on n'analyse pas assez, et lui-même ne le thématise pas, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Comment se fait-il qu'il y a ce lien? Le transhumanisme, c'est en fait un symptôme de l'économie libérale, de l'économie, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être il y a un capitalisme que j'aime bien, c'est le capitalisme entrepreneurial, familial, etc., parfait. Moi je parle du capitalisme de la haute finance, bien sûr. Capitalisme de l'argent. Et on le voit très bien parce que moi j'ai vu des gens qui m'ont invité pour faire, des catholiques qui m'ont invité pour faire une conférence sur le transhumanisme, qui avaient lancé, je ne sais plus, une sorte d'initiative, et celui qui gagnait, qui réussissait cette initiative, je ne sais pas, autour de l'innovation d'ailleurs, justement, imaginez, on lui payait un séjour à l'université de la singularité. Oui, là on se dit, mais il y a quand même un problème. C'est là que ça se joue. Pourquoi cela? Parce que c'est très simple. S'il y a saturation des marchés, s'il y a saturation et s'il y a épuisement des ressources, eh bien, il faut ouvrir de nouveaux marchés. C'est quoi le nouveau marché? Avant, on exploitait le mineur, mais on l'exploitait pour qu'il exploite la mine. Maintenant, on va exploiter le mineur qui devient lui-même le gisement. Vos organes, votre génome, vos désirs, tout ça est réinvesti et devient un nouveau marché. Le marché, alors du gadget plus sophistiqué, l'innovation, mais qui ne vous apprend pas mieux à écrire ni à penser, c'est ça qui est grave, et même qui vous empêche de penser. Vous savez que Nicolas Carr, qui a un des grands réfléchis sur les effets de l'Internet, montre que les capacités cognitives diminuent en fait. Capacité de vraie réflexion conceptuelle. Bon, pas d'association d'images, ça oui, ça va très très vite, mais ça va plus vite. Et la réflexion conceptuelle disparaît. Donc, vous êtes diminué par ces nouveaux gadgets se développent, mais c'est des nouveaux marchés, c'est une nouvelle source de profit. Quand vous allez à l'université de la singularité, un des cours majeurs, c'est des investisseurs qui y vont. Ce n'est pas tellement des scientifiques qui vont à l'université de la singularité, c'est des investisseurs. Et on leur propose le cours Exponential Finance. C'est-à-dire l'exponentialité qu'on voudrait introduire dans l'homme, en fait, c'est la logique de croissance illimitée que propose un système, vous voyez, technolibéral. Donc il y a un lien entre les deux. Et cela vient de ce qu'en réalité, justement, l'argent, sans doute, est le premier dispositif technologique, si j'ose dire. Au sens où, vous avez vu comment le Christ parle de l'argent, c'est très étonnant. Il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et c'est curieux cette phrase, parce que c'est une phrase qui pourrait nous dire, mais un instrument, je ne vois pas comment je vais me mettre à devenir l'esclave de mon crayon. C'est un instrument. Ça me sert. Moi, je ne veux pas servir mon crayon, ça ne me vient pas à l'idée. Avec un marteau, ça ne vous vient pas à l'idée de devenir le serviteur du marteau, c'est pas possible. Sauf si vous êtes exploité par un autre. À ce moment-là, vous devenez un esclave, mais d'un autre. Ce n'est pas le marteau lui-même qui vous tient en esclavage. Et là, pour l'argent, on a un instrument dont on nous dit qu'il n'est pas exactement un instrument. C'est très curieux. Le Christ, là, a déjà ce que Heidegger va essayer de développer conceptuellement. C'est-à-dire le fait que les objets, il y a des objets techniques qui sont, voilà, le marteau, il est comme ça, quoi, il est posé, mais il y en a certains, la technologie, qui ont eux-mêmes une tendance propre, et dont on ne peut pas simplement faire bon usage comme ça, parce que ces objets transforment notre manière de voir le monde. C'est-à-dire qu'on croit qu'il faut en faire bon usage, mais la question du bon usage se pose à l'intérieur de la configuration du monde amenée par ces objets eux-mêmes. C'est ce que je vous ai montré au tout début, vous vous souvenez? On critique la technique à partir des standards de la technique. Alors que ces objets-là nous poussent à voir le monde d'une certaine manière. Et c'est le cas de l'argent.
Qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, d'abord, est un équivalent universel. Eh ben, c'est très drôle parce que ça ressemble au numérique. C'est le numéraire. Tout peut être convertible en numéraire. Ça vaut tant. Vous voyez? La numérisation et la numérarisation, si j'ose dire, c'est des choses qui sont intrinsèquement liées. Le premier dispositif technologique, le premier Gestell, pour employer le terme heideggerien, d'un raisonnement, c'est où le monde tout entier peut être ramené à cette unité de valeur, c'est l'argent. Aujourd'hui, c'est les bits, ou les atomes, ou les neurones, mais le modèle derrière, c'est l'argent. Et l'argent qui permet de tout faire circuler, d'échanger, de modifier, de changer les conditions de choses. Et puis la deuxième chose, c'est que le propre de l'argent, c'est que votre avoir n'est plus lié à votre faire. En dehors de l'argent, ce que vous avez, c'est vous qui le faites vous-même. Ou si vous ne l'avez pas fait vous-même, vous l'avez grâce à des solidarités familiales, soit par héritage, soit par solidarité de la famille élargie à l'intérieur du village. C'est l'économie de base à l'origine, jusqu'au Moyen-Âge, c'est ça, c'est l'économie de réciprocité. Ça veut dire qu'on fait les choses soi-même. Or, ce qui va se passer avec l'argent, c'est que ce qu'on faisait soi-même, on va désormais de plus en plus l'acheter. L'avoir passe par l'achat, non pas par le savoir-faire, mais par l'acte d'acheter. C'est très intéressant cette remarque-là, parce que Ivan Illich dit la chose suivante, il dit « Le développement économique, ce qu'il appelle le développement économique jusqu'ici, a consisté à faire que ce qu'on pouvait faire par soi-même, on doit désormais l'acheter. Et ce développement s'arrange pour détruire l'environnement qui nous permettait de faire les choses par nous-mêmes, de telle sorte que ça nous condamne à les acheter. » Petit exemple, récemment, la communauté européenne a commandé une étude sur les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire sur les phtalates, le bisphénol, les plastiques, les pesticides, qui créent des dérèglements hormonaux conduisant à des cancers, mais aussi, surtout, à ce phénomène qu'on a observé dans le monde occidental, industriel, de régression de la fertilité masculine, d'à peu près 30%. Mais imaginez qu'on crée une société tellement industrielle qu'on ne puisse plus avoir d'enfants par la voie naturelle. On sera bien obligé de passer pour avoir des enfants. Et si on devient tous stériles? Donc ça veut dire que le système, la marchandisation de l'être va aller jusque-là. Et que faire des enfants, c'était vraiment le pouvoir de base, ben désormais ça va passer aussi par l'acquisition par mode d'achat. Alors vous voyez, ce que vous achetez, vous ne le possédez pas vraiment. C'est curieux ça. Ce que vous avez fait vous-même vous appartient. C'est intéressant de poser la question, c'est une question que pose Xénophon dans l'économique. Qu'est-ce que vous avez vraiment? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie possession? Or, ce qu'on achète, c'est quelque chose qui nous glisse dessus, qui est très vite remplacé par autre chose qu'on achète. Pour que ça ne soit pas remplacé, il faut qu'il y ait un investissement personnel. Soit vous l'avez fait vous-même, soit vous l'avez hérité, soit cet objet se charge d'une histoire familiale, amicale, etc. Vous voyez? En fait, ce qu'on achète par l'argent, on ne l'a jamais vraiment, et c'est pour ça qu'on va acheter tout le temps d'autres choses. Alors vous remarquerez que c'est la même chose. Mon corps ne va plus être mon corps, mais avec des objets que je vais acheter, des performances, et je vais aller toujours dans ce sens d'amplification. Donc vous voyez, pour conclure, quand le pape parle d'un paradigme techno-économique, il faut bien comprendre que derrière le transhumanisme, et si on veut vraiment attaquer le transhumanisme, il ne suffit pas de condamner des farfelus qui veulent faire des cyborgs. Il faut comprendre que c'est nos modes de vie et que c'est l'économie occidentale telle qu'elle s'est développée jusqu'ici qui a atteint son point limite et que si on la laisse continuer dans ce sens-là, ne pourra que aller dans le sens de ce transhumanisme qui est déjà à l'œuvre à partir de l'apologie absolue de l'innovation et de la mise à disposition du monde par l'argent ou par les boutons. C'est pour cela qu'il y a un combat radical de changement de nos modes de vie pour pouvoir résister aussi bien au transhumanisme
qu'au terrorisme international. Retrouver le sens de la terre, retrouver le sens du corps, retrouver la patience, et cela de manière virile, de telle sorte qu'on a des choses auxquelles on tient et qu'on a envie de défendre. C'est pour ça aussi que ça serait une conversion militaire, je le dis aussi, virile. Et cela, ça n'est possible que parce que nous reconnaissons d'abord le don initial de notre corps, le don initial de la nature, même si elle est blessée, même si elle est... Vous voyez, telle sorte que notre art, notre ingénierie, notre ingéniosité n'est pas là pour fabriquer tout à partir de rien, mais pour accompagner un donné initial dans son développement pour mener une vie vraiment humaine. Et cela, pour y arriver, il faut d'une certaine façon croire à ce don, il faut croire qu'il y a une providence derrière cela. Et c'est pour cela que, à mesure que nous avançons aussi, pour pouvoir rester simplement humain, il faudra de plus en plus croire que Dieu s'est fait homme. Voilà, merci.